Nous allons parler du Grand Sahara. Les forces françaises annoncent avoir éliminé le chef du groupe État islamique. Nous allons également parler du Mali. La coordination des mouvements de l'Azawad, CEMA, ne veut pas des Russes. Guinée-Conakry, sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la future transition. Et puis, nous allons parler du Togo. Pour terminer, comme d'habitude, la plateforme industrielle d'Adedi Copé désormais opérationnelle. Nos invités sont déjà là. Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. Vous allez bien, lui? Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. Toujours en pleine forme. Hein. Merci. Et stylé. Nous avons également le coach Isso Akleso, consultant et coach. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonsoir à tout le monde, spécialement à toi, Michel, et à tous les téléspectateurs de New York. Allez, on commence par le Grand Sahara. Les forces françaises ont tué au Mali le chef du groupe djihadiste État islamiste du Grand Sahara, Adnan Abdul Walid. Un succès majeur pour la France à l'heure où ses troupes se réorganisent au Sahel pour se concentrer sur la lutte antiterroriste. Lui, Kamako, qui est donc Adnan Abdul Walid Acharaoui. Oui, ce monsieur, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il est né en 1973 au Sahara occidental, où une région guerrier où il finira par fuir pour se réfugier dans un camp du front Polisario en Algérie. Et comme vous le savez, et quand il avait l'âge en fait de prendre l'arme, il s'est engagé dans une zone basée de cette armée-là, c'est-à-dire dans le mouvement Polisario. Et donc en 2000, et comme vous le savez que beaucoup d'islamistes algériens se sont dispersés en Afrique. Donc lui, il s'est rapatrié ou bien il s'est rallié au Mali sous la bénédiction du président malien d'alors, Amadou Touré. Et donc depuis 2000, il est au Mali. En 2011, il fut l'un des fondateurs du mouvement pour l'unicité et le dialogue en Afrique de l'Ouest, un groupe salafiste qui s'empare du Gao au nord du Mali en 2012, avant d'être chassé en 2013 par les forces françaises grâce à l'opération Serval. En 2015, il annonce son allégeance au groupe islamiste ou bien à l'État islamiste, d'où la création justement de l'État islamique au Grand Sahara. Et donc dès lors, il va continuer par étendre son action dans le Sahel en s'accaparant en fait des représentants sahaliens, non seulement ça, mais de toute représentation de la culture occidentale et même aux populations qui n'ont pas rompu avec la culture occidentale. De loin, le groupe apparaît comme le groupe le plus violent dans les zones d'intervention française, c'est-à-dire zones dites trois frontières. Il y a le Mali, le Burkina Faso et le Niger. En 2017, il est accusé d'être derrière l'assassinat ou bien de l'attaque perpétrée contre les soldats américains des forces spéciales Dongo Dongo en 2017 au Niger. En 2019 également, il est accusé d'être derrière les multiples attaques terroristes perpétrées contre les Maliens et les Nigériens. Et récemment, en 2020, en août 2020, il est accusé d'être celui-là qui a donné l'ordre de s'attaquer aux sites humanitaires français. Donc pour l'État français, au sommet de Pau en 2020, il a été déclaré comme l'ennemi 1 de la France. Donc aujourd'hui, on apprend que les forces françaises l'ont tué. Quoi qu'on dise, c'est une victoire d'étape. Alors, si les forces françaises, coach, disent que c'est un succès majeur, cela veut dire que c'est quelqu'un qui pèse véritablement. En réalité, il avait fait partie des factions de groupes djihadistes du Sahel. Comment ils appellent le truc là? Il avait fait partie d'un groupe d'Al-Qaïda, il en avait fait partie, et lui, il a fait partie d'État islamique. Sauf que c'est à partir de 2019 que l'État islamique commence par réclamer et tout ce qu'il a commis comme attentat. Donc, je dirais que pour quelqu'un qui a eu l'expérience dans les deux grands mouvements djihadistes du Sahara,
je me dis qu'il a quand même la carrure parce qu'il vient de créer son propre mouvement. Il ne travaille plus dans les deux mouvements djihadistes, donc lui-même, il en a dirigé. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ce que Lucas a dit au début, c'est que pour Sahara, il avait lutté pour l'indépendance de Sahara. Il n'était pas djihadiste quand il faisait cette lutte. C'était pour la libération ou l'indépendance de Sahara. C'est pourquoi il faisait cela. Maintenant, je ne sais pas, c'est peut-être que par après, il a vu qu'il ne peut pas gagner cette bataille, qu'il s'est transformé en djihadiste, s'il faut le dire. Parce que c'est en 2015, comme il le dit, qu'il a prêté serment. C'est deux combats différents. Oui. C'est pourquoi je dis que on peut lui prêter deux casquettes, djihadiste et révolutionnaire. Quand on prend toute la guerre qu'il a menée avant 2015, c'était dans l'optique de permettre que le Sahara soit indépendant. Maintenant, par après, je me dis que c'est l'aubaine pour lui ou bien l'opportunité. Là, c'est une opportunité pour entrer dans ce djihadisme, parce que il y avait, avant les chefs de guerre, je parlais également des gens d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui sont venus sur le territoire. Donc, même quand il a prêté serment, on ne l'a pas accepté directement. On a attendu jusqu'à 2019, puisque c'est vrai que l'État islamique, en 2016, l'a reconnu comme quelqu'un qui leur a prêté serment. Mais c'est en 2019 qu'on a commencé par dire que quand telle action est posée par Walid, c'est au nom de l'État islamique. Donc ça veut dire qu'on l'a même suspecté par rapport à son appartenance au mouvement. Mais ce que je dis, depuis l'Al-Qaïda jusqu'à ce que lui-même il crée son mouvement, il a occupé des rangs comme porte-parole, secrétaire, console. Donc, ce ne sont pas des positions anodines. Donc, quelqu'un qui occupe ces postes, quand on le tue, on l'a affaibli en fait le mouvement. Donc, je suppose que, et je crois que, puisqu'il fait partie de cette ténor, de ce mouvement du Sahel, c'est la raison pour laquelle la France dit avoir abattu un poids lourd du mouvement. Mais dans ce genre de choses, c'est comme si les têtes qu'on appelle dans la mythologie romaine, les mi-têtes. Quand on coupe une tête, il y a deux ou trois qui sortent encore en même temps. Donc c'est là où je me dis que est-ce que réellement ce mouvement est affaibli ou pas. Tout compte fait, la France... D'autres têtes vont sortir. D'autres têtes vont sortir parce qu'il y avait ces lieutenants qui cherchaient aussi à émerger. Maintenant qu'il est mort, d'autres, peut-être même que le même mouvement va se scinder en 2 à 3. Puisque, n'oublions pas que, comme Luc le dit, on lui a reconnu la tuerie des 4 militaires américains et le Nigérian. Et les 6 humanitaires français, plus le chauffeur. Donc, puisqu'on lui reconnaît cela, ça veut dire que c'est quelqu'un qui pèse. Maintenant, moi, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y aura des lieutenants qui vont sortir de l'ombre. Donc, c'est vrai que la France a tué quelqu'un. D'ailleurs, ils ne l'ont pas tué directement. Il a eu une frappe dans le mois passé, et que c'est par rapport à ces blessures qu'il a eu qui fait qu'il succombe maintenant. Donc, à moins que le mouvement, les lieutenants du mouvement aussi viennent contredire cela, on suppose que c'est ce qui s'est passé, mais ce n'est pas une victoire tant que la France brandit, parce que pour autant, le terrorisme n'a pas disparu du Sahel. Oui, pour appuyer ce que le coach a dit, ce qui est sûr, la ministre des Armées de la France, Florence Parly, a dit que ce qui est arrivé est dû au fait qu'il y a eu une opération de longue durée où la France a eu à affaiblir véritablement ceux qui entourent Adnan Walid. Oui, c'est un travail de longue haleine. Ça, je l'ai dit tout à l'heure dans mon exposé quand je parlais de cette opération Serval-là qui a permis à l'armée française ou bien aux troupes françaises de chasser Walai, en fait, le chef islamiste en 2013, quand il a fini d'aider à la mise en place du mouvement Moudjahou qui s'accapare aujourd'hui du nord Mali, en fait le Gao, État Gao, qui n'est pas jusque-là à la possession des dirigeants maliens. Donc déjà en 2013, il a été chassé. Donc ça veut dire que le travail a commencé depuis là. Vous n'êtes pas sans savoir que ça fait 8 ans que les troupes françaises sont sur le territoire malien. Et donc, alors que le chef islamiste, lui, s'est installé là-bas en 2000, sous la bénédiction ou bien sous les auspices de l'ancien président Amadou Toumani Touré. Donc, c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire que ça veut dire qu'aujourd'hui, comme le disait quelqu'un, le monsieur, il a poussé des racines, il s'est installé, il maîtrise bien le territoire malien et donc il a beaucoup tenu tête aux troupes françaises.
Et donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit peut-être à battre comme ça, comme un poulain. C'est quelqu'un qui maîtrise en fait, son boulot, il maîtrise son métier. Donc, ça a pris du temps, c'est un travail de longue haleine. Donc, si la ministre des Armées françaises le dit, on peut lui accorder cela. Alors, coach, on est intéressé aussi par ce prisme. On sait que récemment, les autorités maliennes étaient soupçonnées des accords avec ce groupe russe Wagner. Et quelques temps après, on nous annonce la mort de Abou Walid. Est-ce que c'est aussi un plan de communication? Oui, en fait, c'est une opération de com aussi, parce que j'ai l'impression que soit Walid est mort il y a 2 ou 3 semaines, et qu'on le brandit maintenant, puisque les gens disaient que la France ne foutait rien au Sahel, pour dire qu'en fait, on a obtenu des victoires et qu'on sort là. Donc, c'est ce moment, on brandit cela pour montrer en fait que la France est aussi efficace sur le terrain. N'oublions pas qu'on avait aussi accusé la France d'être, comment dire, en complicité avec les djihadistes pour perdurer ce mouvement et tout ce qui se passe. Donc, je viens même d'apprendre que le dit Walid est responsable de 2000 à 3000, de la mort de 2 à 3000 civils. Ça voudrait dire que tout ce qui s'est passé là-bas était au courant de la France était au courant de ce genre de choses, et que sur les 180 personnes, les 160 personnes dont on parlait quand on a tué dans les villages, donc ils savaient que tout cela était au courant de la France, et que c'est maintenant la France annonce qu'elle a tué leurs bourreaux, et que les gens doivent être contents, et pour dire que la France est opérationnelle toujours. Même je pense que d'après tout ce qui se passe, les gens ont vu ce qui se passe actuellement, comment on appelle, en Afghanistan, et que il n'est pas de bon ton que le Mali et la zone des 3 frontières là puissent décider à elles seules de régler le problème. Même les Russes n'ont promis que 1000 militaires ou 1000 soldats. Bon, finalement, donc, 1000 mercenaires. 1000 mercenaires, pardon. Je ne vais pas appeler mercenaires, c'est pour dédouaner la Russie qu'on appelle mercenaires. Ce groupe est composé de mercenaires. Oui, en fait, un État ne peut pas avoir un mercenaire. C'est que c'est le problème. C'est seulement aux États-Unis que l'État a autorisé les individus à créer la force paramilitaire pour aider le gouvernement. Donc ici, on connaît bien les Russes. Vladimir Poutine ne peut pas accepter qu'il y ait un mouvement que lui-même ne contrôle pas. D'ailleurs, il ne reconnaît pas cela. Non, c'est que... les gens disent que oui, il demande. Quand vous voyez, au niveau de Centrafrique, les contrats des mines de diamants, c'est signé avec la Russie. Donc, actuellement, il y a l'uranium du Niger et l'or de Mali, les diamants, tout ça. Qui les intéresse. Donc, certainement qu'ils vont venir là-bas. Mais je veux que les gens ne se trompent pas. Moi, il y a les 5 puissances qui jouent à la pagaille que je n'aime pas. Il y a la France, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a les États-Unis et il y a la Grande-Bretagne qui font la même chose. Parce que quand vous vérifiez la guerre libyenne, la Russie est le pays qui a plus utilisé le pétrole libyen d'une manière fallacieuse. Vous allez au niveau de la Syrie, la Russie est le pays qui a vendu plus d'armes. Actuellement, la Russie même maltraite les Tibétains. Donc, comme moi je le dis, ce sont des gens qui sont dans un groupe où ils te disent va provoquer ici, on va venir t'aider, et puis ils se chantent. Ce n'est qu'une sorte de théâtre qu'ils font. Parce qu'en réalité, eux-mêmes, vous n'allez jamais les voir se tirer entre eux. C'est qu'ils ne font que tirer sur les... Donc, je me dis que le Mali fasse bien attention de ne pas jouer et de ne pas vendre le sorcier, donc le voleur pour payer le sorcier. Une stratégie de communication également, même si ça s'est confirmé, Walid est décédé. Non, mais ce qu'il faut dire tout de suite, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer quand même l'armée française avec tout son régiment. Elle fait un boulot énorme. Elle fait un boulot énorme. C'est-à-dire que même si c'est aujourd'hui qu'elle annonce en fait ou bien la mort ou bien le décès de ce chef islamiste, c'est vrai que beaucoup de gens auraient aimé qu'on exhibe le corps de monsieur en question pour qu'on s'assure que vraiment il a été tué. Mais comme je le disais tout au début, il ne faut pas quand même sous-estimer les Français. C'est vrai, c'est le moment, c'est un trophée de guerre pour eux, c'est le moment de le montrer à tout le monde, surtout qu'ils sont menacés, les Français. Ils ne sont plus aimés là-bas, les Maliens l'ont déclaré comme des personnes non grata. Mais aujourd'hui, il va falloir tirer sur toutes les ficelles pour pouvoir convaincre les gens. Donc je pense qu'ils sont dans cette logique.
Mais ce qui est sûr, ça je peux quand même vous l'assurer que si le chef islamiste n'est pas tué, Oui, les Français ne vont pas faire cette annonce. De toutes les manières, il est tué. Maintenant, ça revient à la durée. Est-ce que c'est en ce moment précis qu'il a été tué ou bien est-ce qu'il a été tué depuis? Bon, on ne sait pas. De toutes les manières, nous sommes sur un champ de bataille. C'est une guerre. Quoi qu'on dise. La guerre de communication aussi. Guerre de communication, donc chacun essaie de tirer le dard de son côté. Aujourd'hui, le Mali semble être un gâteau que la France et la Russie veulent se partager. Donc il faudrait que tout le monde mette son argumentation en jeu. Et si la France trouve que c'est le moyen idéal, pourquoi pas? Allez, on va marquer la petite pause. On revient après pour la suite.